Bienvenue à tous, je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle édition de la Somine de Morning dédiée à la confiance. Avant de vous laisser avec nos invités, je vais vous présenter Morning, vous donner 2-3 éléments de contexte. Donc Morning, pour ceux qui ne le connaissent pas, créer des espaces pour que chacun passe une bonne journée au boulot. Pour ça, on fait plein de choses, on crée des espaces de travail, on fait du mobilier et on fait aussi quelques événements, notamment la semaine de Morning. Chaque trimestre, depuis bientôt 2 ans, on a balayé pas mal de thématiques. La semaine de l'optimisme, de l'intelligence artificielle, du climat, de demain. Et donc cette nouvelle édition a pour objectif de vous partager plein de choses super inspirantes avec des super plateaux. Aujourd'hui, nos invités vont échanger sur le rapport de la confiance et les médias. C'est Anne de Forsan, fondatrice de Stories Out, qui va prendre le relais. Je vais vous remercier sincèrement d'avoir accepté de participer à ce premier moment dédié à la confiance par Morning. Je vous regarde quand même un peu, c'est quand même plus sympa. Promis, j'arrête de parler, je laisse la parole à Anne. Bon moment, bonne semaine et rendez-vous toute la semaine à 14h. Merci Anissa. Alors merci à Morning de nous recevoir aujourd'hui. Donc je suis Anne de Forsan, fondatrice de Stories Out. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance dans les médias. Et pour ce faire, quoi de mieux que 3 journalistes. Je vais donc vous présenter, madame, messieurs. Je vais essayer de faire un peu d'égalité. Donc Marie, vous êtes journaliste à l'Obs et autrice de Enfants placés, il était une fois un naufrage, qui vient de paraître en mars 2021 chez Flammarion. Mathieu, maire du Posé, ex-journaliste chez Marianne et ex-DG du Tank Média. Et Rémi Buzine, journaliste chez Brut. Alors, pour commencer, je vais vous proposer, pour démarrer cette discussion, un constat et une définition. Le premier constat, c'est le baromètre de la Croix dans la confiance le baromètre de la Croix qui porte sur la confiance dans les médias. Et alors, c'est une je vais dire bonne nouvelle pour ne pas dire mauvaise nouvelle. La demi-bonne nouvelle, c'est que... alors, on va commencer par le négatif. La radio ne génère que 52% de confiance chez les Français. La presse écrite, 48%, la télé, 42%, et Internet, 28%. Ça, c'est pour la partie confiance très limitée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que depuis 1 an, ces chiffres ont augmenté. Donc de 2 points pour les médias classiques et de 5 pour les médias pour Internet. Alors, déjà, moi, je pensais que Internet inspirait plus de confiance, mais bon, premier constat. Donc je vous ai dit un constat et une définition. La définition, c'est quoi la confiance ? La confiance, c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Donc ce quelque chose, en l'espèce, on va parler de médias et de journalistes. Donc face à un constat en demi-teinte, peu de confiance, bien qu'en croissance. Et cette définition, j'aimerais vous demander à chacun de partager une histoire ou une réflexion qui peut illustrer cette entrée en matière. Marie, je vous laisse commencer. Ok. Donc, qu'est-ce que la confiance dans les médias? Ok. C'est une vaste question. D'abord, une information de confiance, c'est quoi? C'est une information vérifiée, une information éditée, donc double-checkée. Avec une double source, donc il y a toujours une source puis une deuxième. Je veux bien enchaîner sur le baromètre lui-même de réflexion. La première, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ces formulations très généralistes sur les médias. Ça ne veut pas dire grand-chose. Si on parle de la télé, de l'Internet, il y a des dizaines de milliers de sources sur Internet, il y a des dizaines de médias différents en radio, en presse écrite, en télé, etc. Et donc cette espèce de globalisation, de confiance dans les médias est souvent pas très juste, surtout que si on parle dans les médias, est-ce qu'on parle du journal de 20h de France 2 à la télé, ou est-ce qu'on parle de TPMP animé par Cyril Hanouna, est-ce qu'on parle de Quotidien, est-ce qu'on parle de Télématin? Il y a beaucoup de sources d'informations, de moments d'information à la télé qui sont très diverses, et je pense que ce sentiment de confiance est très lié aussi à chacun de ces moments et à ces personnalités qu'on a en face de nous, et qu'on n'aura pas forcément la même confiance pour le présentateur du 20h de TF1 que pour le présentateur du JT de France 2 et pour les rédactions qui sont derrière. Donc déjà la globalisation moi, me pose problème, encore plus sur Internet qui est encore plus vaste. Et la deuxième réflexion, c'est que la confiance c'est quelque chose qui varie
Donc certes, ça a monté un petit peu cette année, mais ça varie aussi en fonction des moments, et l'exemple de Marie est très bon. L'Obs, c'est un journal respectable, respecté, reconnu par tous depuis des décennies maintenant. Ça ne l'empêche pas d'avoir fait une erreur là, de bonne foi, de ce genre comprend. Ça ne l'a pas empêché d'en faire d'autres, ça ne l'empêchera pas d'en refaire, et c'est pas pour ça que la confiance dans ce journal doit être remise en cause de manière trop forte et trop réelle, etc. Et donc la confiance, c'est aussi quelque chose qui se gagne sur les années, et ça revient à cette question de la globalisation quand on embarque tout le monde. La confiance dans un média quel qu'il soit, c'est quelque chose qui se construit sur les années, qui prend du temps, et je pense qu'effectivement, quand un média comme l'Obs a réussi à construire une confiance sur des dizaines d'années, on ne peut pas forcément l'englober dans un sondage avec tous les autres médias, où il y a des jeunes médias, des plus anciens médias, etc. Voilà. Rémi ? Réflexion très brève, c'est de se dire qu'on est dans un contexte qui n'est pas évident. C'est-à-dire que les crises sociales et sanitaires touchent aussi la confiance qu'on peut avoir dans les médias, parce qu'on est dans une période, obligatoirement, on l'a vu en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu en 2020 avec le Covid, où il y a parfois une défiance envers les médias liée au fait que la société est tiraillée dans tous les sens. Et parfois, cette confiance, elle va aussi être altérée par le fait que vous allez évoquer certains faits qui vont être contraires à l'idéologie, à la pensée de certaines personnes. Et ça, c'est quelque chose qui se remarque d'autant plus dans des périodes comme celle-ci, avec tout ce que j'expliquais à l'instant, et qu'on peut même voir d'un point de vue historique. C'est-à-dire que 2018, ce mouvement des Gilets jaunes, où il y a cette défiance envers les médias qui est très importante, vous discutez avec des historiens, ils vous diront qu'en mai 68, c'était exactement la même chose, qu'il y avait aussi cette défiance envers les médias, alors avec des contextes différents. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes info, etc. Mais un constat implacable, c'est qu'il y avait des mots qui étaient utilisés en 2018 qui l'étaient déjà à l'époque. Donc c'est ce contexte de cette société qui vit des moments, on peut le dire, ces dernières années assez compliqués. On pourrait même aller encore un peu plus tôt en 2015 avec, à partir des attentats de Charlie Hebdo du 13 novembre, où on se retrouve sur des temps forts d'actualité qui bouleversent la société, qui bouleversent les gens. Et nous, en tant que journalistes, qui devons essayer de faire de notre mieux possible pour ne jamais être attrapé par la manche par toutes les récupérations politiques ou de la société, pour être sur quelque chose qui est pour moi le plus fondamental, le plus important, les faits. Je pense que ça va être vaste. Merci à tous les trois. Alors, pour essayer d'organiser un petit peu notre table ronde et nos échanges, je vous propose un plan en 3 parties. Ça a fait ses preuves. D'abord, on va parler de l'information. C'est quoi une information de confiance ? Marie Vatement a commencé à nous expliquer les définitions et les règles de base, mais on va certainement y revenir encore plus dans le détail. Deuxième partie sur l'émetteur, donc vous, mesdames, messieurs, les journalistes et les médias, parce que tu parlais de globalisation des médias, mais un journaliste et un média, c'est pas la même chose non plus. Donc, comment on inspire ou travaille la confiance en tant que média ou en tant qu'individu. Et enfin, parce qu'on aura fait l'information, l'émetteur, il faudra bien parler du récepteur, l'audience, ouais, les lecteurs et les lectrices. Ça vous va ? Alors, je vous propose qu'on commence par chose assez simple. Donc, on démarre par c'est quoi une information ? C'est quoi une information de confiance ? Marie, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Vous qui êtes de la presse écrite, est-ce que donc vous nous avez donné une première perspective sur c'est quoi une information de confiance ? Est-ce que la notion a évolué ? Est-ce qu'elle évolue depuis que vous êtes journaliste ? Est-ce que cette notion a évolué dans votre métier tel que vous le concevez aujourd'hui ? Elle a énormément évolué. Donc moi, je suis arrivée il y a 12-13 ans à l'Obs. Donc à l'époque, les titres comme Le Figaro, Le Nouvel Observateur, L'Express, Le Monde, c'était les titres, ce qu'on appelait de la presse généraliste. Ils étaient réputés pour leur sérieux, les gens les achetaient en fonction de leurs affinités politiques, mais c'était le gage vraiment d'une information de qualité, sérieuse, approfondie, etc. Donc il y a 13 ans, quand je voulais avoir un ministre au téléphone, j'appelais l'attaché de presse. 5-10 minutes après, j'avais le ministre au téléphone directement. Le Nouvel Observateur, ça ouvrait toutes les portes. On voyageait en première, en affaires. Ça n'a pas duré longtemps, très très vite. Je suis arrivée en fin de règne quand même. Donc maintenant, je prends un taxi, un Uber. On me dit, vous faites quoi ? Je dis, je suis journaliste. Pour où ? Je dis, l'Obs. Les gens ils disent OBS, je ne connais pas. Donc non, nous n'existons plus. Donc je pense qu'il faut vraiment être très très humble, nous les journalistes de presse écrite.
parce que on n'est plus vraiment grand-chose. Alors évidemment, Le Monde a une remontée spectaculaire. Nous, les hebdos, on n'est toujours pas sortis de la crise. C'est compliqué pour se positionner, c'est compliqué pour plein de raisons. Donc j'ai l'impression, pour reprendre votre question, que c'est plus vraiment le titre qui fait la gloire ni le sérieux, puisque on voit que un changement de génération ou un changement de titre même, le Nouvel Observateur qui essaie de se rajeunir et qui devient l'Obs, et puis là on se ramasse, on perd 200 000 abonnés en 5 ans, c'est la cata, et puis il faut du temps pour la remontada, donc pour partir à la reconquête des marchés, à la reconquête des lecteurs, des abonnés, pardon, on ne parle pas de marché quand même, mais enfin presque, en fait. Maintenant on a l'impression qu'on doit conquérir un nouveau marché qui s'appelle le lectorat, et qu'avant, ça ne nous concernait pas. Les gens allaient dans un kiosque, achetaient un journal, et puis c'était pas notre problème, en fait, c'était le problème de l'imprimerie. C'est ça, il y avait une distance. Voilà, c'était le problème des annonceurs, et puis ça nous regardait pas. Et maintenant, nous, les journalistes, j'ai l'impression qu'on peut plus se reposer sur notre titre. Donc on est vraiment devenu ça s'est beaucoup plus individualisé, en même temps que les lecteurs se sont communautarisés. Donc ce qui fait le sérieux d'une information, c'est aussi celui qui la donne. Et là, il y a une compétition effrénée qui se joue entre les Rému Buzine sur Twitter qui très vite vont arriver à avoir beaucoup de followers. Et puis nous, les dinosaures, un peu la presse écrite, moi je suis entre deux générations, qui avons tardé à aller sur les réseaux sociaux et qui essayons de ramer derrière avec nos petits 2000 abonnés. Donc voilà, et ça aussi, alors c'est pas que des noms, hein, c'est aussi une expérience, c'est aussi un gage de qualité. On sait que Brut, voilà, ils vont aller sur le terrain. On sait que Mediapart, ils vont sortir des scoops et des exclus. Chacun, en fait, va avoir sa chasse gardée et ses spécificités, mais aussi le nom fait beaucoup. Évidemment, une information d'Ariane Chemin, on aura peut-être plus tendance à la voir, à la lire, à la découvrir qu'un journaliste dont personne n'a entendu le nom. Enfin, il faut se construire sa propre notoriété et son propre sérieux. C'est compliqué. Donc il y a un star system qui se met en place. Oui, après, ça nous force aussi à l'humilité et puis à travailler plus, à réfléchir en termes de qualité, en termes d'exclus, en termes d'originalité d'angle. Enfin, moi, je pense que du coup, ça peut être une bonne chose parce que tous les médias se complètent. Et la presse écrite ne va pas du tout disparaître dans cet univers-là. On est juste obligé, entre un témoignage, quelqu'un qui témoigne, mettons, d'un viol ou d'une violence sexuelle, qu'on va nous rédiger, et le témoignage filmé par Brut, Combini ou autre, avec de la force, avec de l'émotion, forcément, il faut nous qu'on aille un petit peu au-delà du témoignage. Ouais. Parce que d'autres le font mieux que nous, maintenant. Le font différemment. Le font différemment. Si on parle d'actualité instantanée, en fait, je voulais vous interpeller sur le format de l'information. Entre une actu instantanée à chaud et un documentaire, est-ce que vous pensez que le format dans lequel l'information est délivrée a un impact sur la confiance ? Alors déjà sur la complémentarité, je pense que c'est très clair, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui les médias digitaux qui sont arrivés comme Brut et d'autres se sont pas dit on va vouloir remplacer ce qui existe. Au contraire, c'est plutôt compléter une offre déjà existante et de se dire qu'aujourd'hui il y a une habitude de consommation qui évolue légèrement sur les réseaux sociaux et qu'il y avait une offre qui était vacante à ce moment-là et il y avait l'opportunité de pouvoir aller toucher un public plus jeune. Après, sur la question de la confiance, c'est ça ? Sur le format, en fait, entre de l'info à chaud délivrée dans le feu de l'action et un documentaire, donc on n'est vraiment pas sur les mêmes formats. Est-ce que, à votre sens, la confiance dans l'information, elle varie en fonction du format dans lequel on délivre l'info ? On est sur deux temps très différents. Je pense que le premier, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et moi je le vois énormément par rapport au direct que je peux faire sur Brut, c'est qu'on est notamment sur la lutte contre les fausses informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le créneau, parce que parfois il peut être critiqué, le créneau des journalistes à répondre à l'information en direct, il est essentiel, capital, parce que si les journalistes ne l'occupent pas, ce sont les internautes qui vont le faire sur les réseaux sociaux, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Et ce travail, justement, il va être de contextualiser, de montrer ce qui se passe et d'évacuer ces fausses informations-là. Et aujourd'hui, il faut admettre que le journaliste n'est plus forcément le premier émetteur d'une information. On prend des événements aujourd'hui qui sont déroulés dans les rues de Paris, par exemple le 13 novembre 2015,
Qu'est-ce qui alerte? Ce sont des photos, ce sont des vidéos prises aux fenêtres ou dans la rue par des internautes. Et tout le travail du journaliste va être derrière de les contextualiser, de vérifier si elles sont bien prises à tel ou tel endroit, et les bilans derrière, etc. Bon, tout un travail d'enquête. Donc cette confiance, elle joue aussi sur ça, c'est sur la vérification des faits sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un point qui est très important. Le documentaire, il vient, je pense, dans un second temps, résumer un événement qui s'est déroulé à ce moment-là. On prendrait 2015, un an après, il y a eu beaucoup de documentaires pour évoquer cela. Et je trouve que ça permet de se poser, on va dire à froid, pour revenir sur les faits. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est différent aussi dans la perception. Dans l'instantané, il y a l'émotion, il y a le bouleversement, on a envie d'avoir de l'information, vérifier de ce qui se passe, et avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est publié dans tous les sens, comme je disais à l'instant. Le documentaire, on est quand même un an après, on est dans une autre phase, où les émotions sont peut-être différentes, on est plus posé, on a plus de recul, et ce documentaire permet peut-être de comprendre certaines choses qu'on n'avait pas forcément envie de comprendre à l'époque, ou qu'on n'avait pas forcément le temps de comprendre à ce moment-là. Ouais, c'est des temps différents. En évacuant parce que le temps que faire se peut l'émotion. On n'est pas du tout dans les mêmes temps. Il y a le temps de l'émotion sur l'instant, où on est sidéré par des images, et un an après, on a le moment où on est dans le recul, dans l'analyse, pour éviter que ça n'arrive plus, pour comment on en est arrivé là. Et puis, il y a eu tout ce travail des journalistes qui ont pu faire des enquêtes à long cours, le travail d'enquête qui est essentiel dans le journalisme pour pouvoir justement comprendre comment ces situations sont arrivées. Bonne transition sur la temporalité. Mathieu, ça sera pour toi. Sur est-ce que donc on a évoqué le format de l'information, la temporalité qui est clairement entre une info à chaud et un documentaire. Est-ce que tu as observé autant que de tes fenêtres d'observateurs de l'évolution du monde des médias, est-ce que tu vois émerger des formats sur du temps long, tel 21, et qui l'emporte sur la confiance et sur justement le gain de sérénité par rapport à l'actualité? Pour rebondir sur ce que Rémi disait, l'urgence est le principal ennemi du journalisme. C'est-à-dire que plus on veut faire les choses vite, plus on a de chance à un moment donné de faire une erreur, de ne pas pouvoir vérifier une information, etc. Tout ce qui a apporté le numérique ces dernières années, tout ce qui l'a bouleversé dans la chronologie des médias et dans notre façon de traiter l'information est très lié à ça. On a eu cette obligation d'aller de plus en plus vite, de traiter de plus en plus vite, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est comme Rémi, au cœur de l'événement, en direct, à un moment où ça se passe, mais où à ce moment-là, on n'a qu'un point de vue. Quand je suis au milieu d'une foule et qu'il se passe quelque chose, j'ai mon point de vue de journaliste qui est au milieu de la foule. La vérification de ce qui s'est passé très concrètement, pourquoi il y a eu ce mouvement de foule, pourquoi il y a eu cet accident, elle va prendre du temps. Ça va demander de rencontrer des gens, d'autres témoins, d'autres points de vue, etc. Et donc effectivement, il y a à l'inverse de cette urgence eu un contre-pouls et un contrebalancier ces dernières années, qui est plutôt d'essayer d'aller chercher le temps long et d'aller chercher, à travers des MOOC, à travers le développement du documentaire de plus en plus, etc., de prendre du recul sur les choses, sur les événements, de pouvoir les re-raconter, etc. Tout l'enjeu, c'est de trouver la bonne balance, en fait. On a besoin des deux. On a besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui soient sur le terrain et capables, avec le plus de rigueur journalistique possible, mais dans une prise de risque maximale, parce que l'erreur est forcément beaucoup plus facile à faire dans cette urgence, de rapporter ce qui se passe. Et puis on a besoin d'avoir ce temps long à un moment donné de retour sur les événements, et où derrière il y a pu y avoir un travail d'enquête, un travail de vérification, un travail de croisement de sources, etc. etc. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de convaincre aussi les gens, et donc les audiences derrière, qu'une information ne se substitue pas à l'autre et qu'ils ont besoin des deux pour être bien informés. Et je pense qu'une des problématiques aujourd'hui dans la façon dont on, au sens très large du terme, consomme l'information, c'est qu'on est souvent quand même majoritairement beaucoup dans l'urgence, on est beaucoup sur ce qui se passe à un moment donné, et que quand on est dans la prise de recul, etc., il y a de moins en moins de monde. Tu parlais de balance tempore tout à l'heure, on l'a vu avec la Ligue du LOL, etc., donc c'est des affaires qui ont traversé les médias et qui sont particulières, où entre le moment de l'urgence et où quelque chose se passait, où il fallait absolument le traiter, et puis le temps du recul, où on se rend compte que finalement c'est plus complexe, ce qu'on a pu écrire, qu'il y a beaucoup de médias qui ont fait des énormes erreurs à ce moment-là, qui ont rapporté des choses qui étaient fausses, etc. Le temps judiciaire, qui n'est même pas encore passé, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans un temps judiciaire, qui ont été licenciés, etc. Et tout, que finalement ce temps-là, plus on s'éloigne du moment T de l'événement, moins il y a de gens finalement qui vont chercher cette information et qui vont continuer à la suivre. Et donc je pense qu'un des gros enjeux est de comment on arrive à convaincre nos concitoyens, et comment on forme notamment les jeunes à travers l'éducation aux médias, à bien comprendre qu'une information c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Et ça ne veut pas dire qu'au moment où Rémi la rapporte sur le terrain, elle est fausse.
Et ça ne veut pas dire que forcément beaucoup plus tard elle est juste, mais qu'entre les deux, il y a une évolution et qu'il faut essayer de suivre, de comprendre, c'est complexe, et que toute la difficulté, c'est de transmettre cette complexité. C'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est, arrêtez-moi si je me trompe, mais en résumé, tous les médias sont complémentaires, d'accord ? Et la confiance, globalement, telle que vous en évoquez l'évolution, elle n'est pas du tout en rupture du fait des nouvelles technologies, c'est juste un problème endémique des médias et de l'information, de l'émetteur vis-à-vis de comment on consomme l'information. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de très nouveau qui serait lié au XXIe siècle et à la diffusion, peut-être à l'augmentation du nombre de canaux d'information, mais il n'y a rien de très nouveau. Quoi. Vas-y. C'est-à-dire que quand même le fait qu'on puisse avoir l'information effectivement de manière immédiate et avant que les journalistes aient pu la rapporter, c'est-à-dire que l'information existe et est diffusée avant même qu'un journaliste puisse être sur le terrain la plupart du temps. Une tour tombe, il y aura toujours quelqu'un pour la filmer avant même qu'un journaliste ait le temps d'arriver sur le terrain. Et puis ce qui a changé, c'est la capacité qu'on a tous collectivement de réagir à cette information, que ce soit pour la diffuser, la commenter et la remettre en question. Et c'est ça qui a changé fondamentalement ces 20 dernières années dans le rapport aux médias. C'est qu'avant, j'allais au bistrot papoter avec les copains pour dire « t'as pas vu ce fond hier aux 20h, là, tu racontes, c'est n'importe quoi, etc. » Là, je peux le faire en direct, et je peux le faire en direct sous le papier du journaliste, je peux l'interpeller sur les réseaux sociaux, et je ne vais pas être tout seul, on va être des milliers à pouvoir le faire, etc. Quand c'est faux et manifestement faux, ça remet en question la toute-puissance du journaliste et la sacro-sainte élévation qu'on avait par rapport au reste de nos concitoyens. Et en même temps, c'est ce que disait Rémi sur les fake news, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui profitent de cet espace qu'il leur est offert pour diffuser des informations qui sont fausses, pour diffuser des points de vue qui ne sont pas de l'information, etc. Et donc venir en permanence aussi attaquer les médias sur la réalité de leur travail, sur ce qu'ils font, etc., mais de façon pas forcément juste. On est aussi critiqué, remis en cause en permanence, parce que, comme le disait Rémi, c'est un point de vue qu'on a envie d'imposer, c'est une autre vision qu'on a des choses, etc., et qui n'est pas forcément, elle, ancrée sur de l'enquête et un travail journalistique. Ok, donc pile poil, là, ce qu'on voit, ce qui me semble émerger, c'est la différence, elle vient... Alors, elle est générée par la diversité, la facilité d'accès à l'information et la relation qu'il va y avoir entre le journaliste et son audience. Comme tu disais, comment je vérifie une information, comment je réagis à un commentaire. Donc, ça tombe bien, c'est les deux parties suivantes de notre échange. La vie est trop bien faite. Merci Mathieu. Donc, on va passer sur la partie le journaliste. Donc l'émetteur, alors le journaliste et le média. Comment vous évaluez, alors Marie, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, la personnification du média, du journaliste dans la diffusion d'informations, cette espèce de ce que j'appelais Star System. Avant d'arriver là-dessus, je voudrais qu'on parle de la formation des journalistes. Est-ce que voilà, je vous sens motivée. Allez-y, Marie, la formation des journalistes. Non, parce qu'on a quand même oublié quelque chose d'important, c'est que depuis une dizaine d'années, alors peut-être que ça existait avant, je ne m'en rends pas compte, mais la presse, on va dire traditionnaliste, c'est-à-dire la presse d'avant, la presse print, est quand même détenue par des grands patrons et c'est compliqué. On peut attaquer l'indépendance des médias à partir du moment où on ne peut plus parler des personnes qui nous emploient. Donc c'est quand même assez important et ça, c'est quelque chose sur les réseaux sociaux qu'on sent énormément. C'est-à-dire qu'une information publiée par l'Obs, par exemple, peut être critiquée et critiquable juste du fait que c'est l'Obs qui est détenu par, etc., etc. Et donc, les journalistes sont achetés, les journalistes sont censurés, etc. Donc ça, c'est cette espèce... c'est même pas une idéologie, parce que c'est basé sur une réalité. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être eu aussi des choses qui ont pu amener à cette défiance envers ce titre-là en particulier, mais il y en a plein d'autres. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier non plus. Enfin, ça fait partie d'une défiance immense. Clairement, et c'est parfois pas très juste parce que
on va publier un article, l'Obs va publier un article, on se fait défoncer sur les réseaux sociaux juste parce que c'est l'Obs. 3 jours après, on publie un article vraiment une idéologie contraire, et puis là, il n'y a plus personne qui dit rien. Donc on peut être traité d'islamo-gauchiste un jour, et 3 jours après, de tout le contraire, enfin de suppo islamophobe terrible. Enfin bon, donc ça ne veut plus rien dire, mais on a l'impression que c'est ça, c'est le troll, fil de troll, quoi. Troll, feed de troll, oui, ça c'est la dernière partie qui va être assez intéressante, je pense aussi. Donc, ça, en fait, vous évoquez un point... Voilà, et pour revenir à ça, il y a quand même donc l'autre critique de la presse dite traditionnelle, en opposition avec les nouvelles formes de médias. Il faut se souvenir qu'en 2003, il y a eu un livre qui a fait énormément de bruit, donc, qui s'appelait « Les petits soldats du journalisme » de François Ruffin. Voilà, qui disait qu'en gros, tous les journalistes pensaient pareil, ils avaient tous fait les mêmes formations, les mêmes écoles, et que voilà, il y avait dans la façon d'être journaliste, dans la façon d'être sur le terrain, il y avait une uniformisation de la pensée du fait d'une uniformisation des classes sociales. Et donc, à l'instar des critiques qu'on entend sur l'ENA. Oui, et ça, c'était vrai. Et c'est vrai. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme reconnue par la profession. Alors, ça fait pas de moi une journaliste mieux, ni moins bien, je crois. J'ai fait une formation, mais pas reconnue à l'époque. Mais c'est vrai qu'en arrivant à l'Obs, j'étais surprise. Tout le monde avait fait Sciences Po. Enfin, c'était vraiment compliqué. Moi, arrivant de province, alors j'étais pas la seule, mais quasi à l'époque. Et il n'y avait pas beaucoup de diversité dans les médias, et il n'y en a pas encore beaucoup, il ne faut pas se voiler la face. Donc ça aussi, ça participe à une défiance. Les gens ne se sentent pas forcément représentés par les journalistes dits généralistes. Les journalistes dits généralistes, oui, c'est ça. Donc du coup, pourquoi ils croiraient ces informations-là? Représentativité, diversité. Oui. Rémi, vous vivez ça? Est-ce que vous avez le sentiment chez Brut, ou dans votre expérience plus largement, qu'un des reproches faits aux journalistes, oui, garçons et filles, c'est cette uniformisation de pensée qui viendrait d'une formation, on va dire, un petit peu standardisée au démarrage? C'est régulièrement évoqué, c'est-à-dire qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, il y a un manque de diversité dans les rédactions, justement ce que tu disais à l'instant, cette idée de se dire il n'y aurait qu'un point de vue et les autres ne sont pas là. Parfois on va montrer des cartes des organigrammes de rédaction où on voit des gens qui disent regardez, il n'y a pas de diversité dans votre rédaction, etc. Donc ça, c'est des reproches qui sont faits régulièrement. Et après, il y a le deuxième point souvent qui est évoqué, c'est de dire vous êtes déconnecté du terrain. C'est ce qui avait été régulièrement, je pense, évoqué en 2018 lors de la crise des Gilets jaunes en disant mais quand vous faites vos reportages, en fait, vous dépassez jamais le périphérique. Quand vous faites vos micro-trottoirs, vous les faites à Boulogne-Billancourt parce que la tour elle est juste à côté. Mais par contre, les problématiques de Boulogne-Billancourt, ok, elles sont bien, mais nous, on en a d'autres et vous n'en parlez pas assez. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été... qui est encore reproché aujourd'hui, et je pense à juste titre d'ailleurs, c'est que au travers tout le territoire français, si on parle juste de la France, il y a énormément de problématiques différentes entre la ville, le village, qu'on soit à Paris ou au fin fond d'un village de la Creuse ou du nord de la France, du sud, etc. Et que certaines problématiques ne sont pas assez traitées, ou quand elles le sont, elles sont faites avec peut-être trop de hauteur ou avec certains éléments qui montrent qu'il n'y a pas cette connexion avec le terrain. Donc, diversité, oui, de cette façon-là, c'est clair que c'est un reproche qui est fait et qui est pour moi, je pense, valable parce que on a tendance à oublier certaines choses, quoi. Quand on parle, par exemple, du succès du journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut à l'époque, il vient aussi du fait que justement que ces reportages ils viennent du cœur des régions et que pourquoi il y a succès là, c'est parce que peut-être on ne voit pas ça ailleurs. J'habite dans un petit village de 100 personnes, donc je vois à peu près. Moi, j'ai connu ça dans un petit village du nord de la France. Et avant d'être journaliste, alors en plus, j'ai un parcours... Moi, je ne suis pas du tout passé par les écoles, etc. J'étais très, très loin de ce milieu-là. Quand je regardais la télévision et quand je lisais la presse écrite, j'avais cette sensation de ne pas être un acteur de la société. J'étais plutôt un spectateur. On parlait d'un truc qui était ailleurs. Cette sensation d'être spectateur, qu'on ne parle pas trop de moi, qu'on ne parle pas trop de ce qui se passe dans ma vie, que c'est bien de voir ce qui se passe dans la vie des autres, mais j'aimerais aussi savoir ce qui se passe autour de moi. Et c'est aussi pour ça qu'on voit que la presse quotidienne régionale, aujourd'hui, a un succès fort. Alors, il y a peut-être des difficultés économiques sur le plan des ventes papier, mais si on parle sur le baromètre, je pense, de la confiance, ce dont on parlait au départ,
il y a quelque chose où ce lien de proximité, ce lien proche de la vie des gens, il est très apprécié parce qu'il y a une proximité entre journalistes et le quotidien de ce que vivent les gens qui nous lisent ou nous regardent. Bon, on voit le redéploiement de BFM en local. Enfin, il y a une vraie logique. Qui fonctionne bien, ouais, il y a une vraie logique. Mathieu? C'est un métier qui s'est beaucoup professionnalisé en fait sur ces 30 dernières années. Si on revient aux origines du journalisme, ce n'était pas un métier, c'était souvent quelque chose que les gens faisaient après avoir fait une carrière ou en parallèle d'une carrière parce qu'ils étaient spécialistes autour d'un sujet, de quelque chose qu'ils maîtrisaient, etc. Et donc ils en parlaient et ils devenaient journalistes. Ça s'est beaucoup professionnalisé ces 30 dernières années avec le développement des écoles de journalistes. La presse a eu un âge d'or de la presse papier, notamment des années 60 aux années 90, qui est le moment où elle a commencé à vendre beaucoup plus qu'elle ne le faisait avant. Elle était déjà pas rentable avant. On n'a jamais eu une très grande presse en France, très développée, sauf dans ces années-là. Effectivement, les médias ont commencé à se développer, à embaucher plus, à avoir besoin de plus de chair à canon et de petits soldats, comme il était souligné tout à l'heure. Et donc, les écoles se sont beaucoup développées. Et donc, on a commencé à former beaucoup de journalistes qui ont effectivement, au départ, se sont retrouvés à être tous à avoir la même formation, dans les mêmes écoles, le même temps. Aujourd'hui, quand on veut intégrer une des écoles qui est supposée être une des plus grandes écoles, qui est l'ESJ Lille, qui fait déjà 3 ans, il y a 3 ans de formation pré-école de journalistes avant de l'intégrer. Et donc les gens, même quand ils sont issus de la diversité ou qui viennent de régions, etc., ils font 3 ans de prépa ensemble avant de faire 3 ans d'école ensemble, avant d'arriver dans une rédaction où les gens travaillent parfois ensemble depuis des années. Donc ce formatage, il est comme dans tout milieu professionnel, forcément au fur et à mesure assez logique. Ce qui a en revanche pas mal changé la donne, je pense que c'est l'arrivée de gens comme Rémi, mais plus largement de ça, c'est qu'effectivement le numérique a aussi là de manière positive permis à plein de gens de prendre la parole en direct et de devenir, si ce n'est journaliste, mais c'est le cas pour certains d'entre eux, en tout cas de pouvoir exprimer des points de vue beaucoup plus divers. Et là où la grande force du web dans les années 2000, début des années 2010, avec le développement des blogs, des commentaires, etc., c'est qu'on a aussi énormément de gens qui ont commencé à prendre la parole sur des sujets qui étaient peu évoqués ou à la prendre avec une technicité et un point de vue qui était aussi intéressant et qui a permis dans les années 2007-2008 de voir l'explosion de tous les blogs. Il y avait des choses qui étaient absolument passionnantes à lire et bien plus intéressantes que ce qu'on pouvait lire parfois dans nos journaux. Ça a été le cas des réseaux sociaux derrière, etc. Et donc finalement aujourd'hui, les médias sont un peu encore dans cette course à la recherche de ça, c'est-à-dire de comment on amène de la diversité dans nos médias, comment on va chercher aussi tous ces gens qui viennent de la société civile, comme on dit aujourd'hui, mais qui finalement ont une capacité à enquêter sur des sujets ou à les raconter bien, etc. Et comment on essaye de les ramener près de nos rédactions, en revanche, en leur donnant les codes du journalisme dont on a parlé au démarrage sur la vérification de l'information, etc. Mais ça amène de la diversité. Plus. Alors, du coup, sur cette réflexion, j'ai deux questions pour vous. Un qui va concerner la confiance et séduction. Donc on va parler de, si vous en êtes d'accord. Le monde, on peut pas éviter, le monde se goraphise. Ok. Donc comment on cède ou pas à la tyrannie de la punchline. Vous noterez que la formulation est merveilleuse et qu'on a évité l'autre. Donc comment on fait la différence entre je te fais confiance et je te séduis, globalement, en tant que journaliste. Et puis, peut-être, pour terminer sur la partie émetteur, ouvrir sur ces autres producteurs d'informations. Tu as commencé à l'évoquer avec les blogs, mais qu'on voit aujourd'hui, des entreprises qui créent des contenus elles-mêmes. Donc, sur la partie tyrannie de la punchline, comment vous arrivez à comment vous le gérez au quotidien ? Le fait de devoir attirer, capter l'attention, délivrer de l'information, donc pas rester en surface, mais être suffisamment accrocheur pour récupérer l'attention de vos lecteurs. C'est une vraie question. Alors, je pense qu'il y a le défaut de ce qu'on pouvait voir il y a alors qui existe encore un peu aujourd'hui, mais qui est peut-être moins présent, c'était ce qu'on appelle le titre dit putaclic. Ah, je ne l'ai pas dit, voilà. Merci Rémi. Voilà, c'était ouais, clairement, oui. Voilà, il faut nommer les choses, et parce que c'est ce qui est utilisé couramment, hein, voilà, avec des titres où on vous met des titres incroyables, vous cliquez dessus et en fait l'article est hyper déceptif parce qu'il n'y a rien dedans. Ça a marché pendant quelques années et pour moi ça a été dévastateur parce que justement en termes de confiance, on a un lien avec le lecteur qui doit être de proximité, de confiance, et là on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit venez voir, et en fait ils ouvrent la porte, il n'y a rien. Ouais. Donc ça c'est
Je pense qu'aujourd'hui, au fur et à mesure des années, le public a été très critique vis-à-vis de ça, et heureusement. Et donc, du coup, il y a une remise en cause des journalistes qui se sont dit il faut peut-être qu'on titre différemment. Et on voit que ça se rapproche quand même tout doucement, où les gens cliquent quand même. Ouais. Et les titres sont plus respectueux de ce qu'il y a à l'intérieur de l'article. Donc ça, je pense que c'est un premier point qui est quand même essentiel en termes de confiance, parce que ça a été le grand défaut au moment du lancement des réseaux sociaux. Ça existe encore aujourd'hui, où c'est vrai que parfois, il peut y avoir certains community managers qui, eux, des fois, quand ils vont publier l'article sur les réseaux sociaux, vont mettre un chapeau. Alors, différent, parce qu'il faut faire la différence entre parfois le journaliste qui écrit l'article et le community manager qui va mettre en ligne, qui parfois lui-même n'est pas journaliste et est plutôt dans une idée de générer, créer du trafic, où il y a encore parfois des difficultés de ce côté-là. Mais je pense que du côté du journaliste sur les articles, on ne dit pas que c'est parfait, hein, il y a encore des critiques et il y a encore des choses à améliorer. Ça va dans le mieux, mais sur les réseaux sociaux, il y a encore des difficultés parfois dans l'intégration de l'article, où on va essayer parfois que vous avez l'article, mais la petite description qui est mise sur le tweet ou sur le post Facebook, ça peut parfois être encore un peu limite parce que ça penche plus côté séduction. C'est plus, maintenant c'est plus côté, c'est plus de la séduction ou côté suspense, c'est-à-dire on va plus mettre des titres forcément, mais vous êtes obligé de cliquer en disant voilà, on va mettre le César du meilleur acteur est attribué à 3 points de suspension. On sait rien, mais vous êtes obligé de cliquer pour le voir. C'est ce que fait beaucoup, je pense. Alors, moins forcément la presse généraliste où ça diminue, je pense, ça existe toujours, mais plus la presse people qui en abuse énormément. C'est-à-dire que si on est sur la presse people, c'est même l'essence même, c'est le titre un peu le fond de commerce. où on ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur de l'article. Okay. Marie, Mathieu, vous voulez rebondir là-dessus sur séduction, confiance, comment on fait la part des choses? Ouais, je pense que de toute façon, on est retombé sur des vieux numéros du Nouvel Observateur des années 70. Et en fait, je sais pas, on a une espèce d'idée complètement fausse, comme quoi avant la presse était très sérieuse, très classique. Ouh là là, ça c'était du sérieux. Et en fait, on a retrouvé des numéros collector avec des punchlines de fou, quoi, des titres super. Enfin, limite, c'est l'Obs des années 90-2000 qui s'est complètement affadi et lissé, quoi. Donc, comme quoi, non, pour faire des bons titres et les bonnes couves, je pense que ça toujours. Enfin, faut pas oublier que à la base, on doit être lu, hein. Enfin, le but d'un journaliste, c'est quand même d'être lu. Donc, après, effectivement, ce que disait Rémi, c'est que voilà, faut pas tromper le lecteur. Faut pas tromper le lecteur. Il faut pas qu'il ait l'impression qu'il va acheter quelque chose et puis au final, c'est pas du tout ça. Ok. Je vais faire une punchline un peu putaclic, mais que Mathieu. les journalistes détestent, mais ça reste un produit de consommation, quoi. Donc, à un moment donné, il faut que les gens aient envie de le consommer, quelle que soit la façon. Donc, ils acceptent qu'il y a un modèle économique, donc ou de se taper une pub, ou de payer un abonnement, ou qu'il y ait un actionnaire très très vilain derrière parce qu'il a beaucoup d'argent, etc. Donc, je veux dire, il y a une réalité de modèle économique. Et effectivement, on est passé d'un moment où il y avait cette recherche d'audience permanente qui fait qu'on a eu beaucoup de ces titres putaclic, etc. On en sort un petit peu aujourd'hui parce que le modèle économique est en train de changer et d'évoluer aussi. On revient beaucoup plus vers un modèle économique d'abonnement pour un très grand nombre de médias. Et qui a dit abonnement dit je vais sortir tous les mois ma carte bleue pour payer quelque chose de façon récurrente et que je peux arrêter en un clic facilement aujourd'hui. Et donc ce lien de confiance il est vachement important. C'est je te donne mon argent, mais j'ai envie d'avoir des choses à lire derrière et j'ai envie que ce soit intéressant, etc. Et donc ce lien-là, forcément, il remet le contenu et la qualité de ce qu'on produit, de ce qu'on raconte, la fiabilité, etc., au cœur du marché, entre guillemets, entre le lecteur et les producteurs d'informations que nous sommes. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui, fondamentalement, aujourd'hui, va beaucoup jouer sur ce lien de confiance et sur la façon dont on vend l'information. Les médias aujourd'hui qui sont en train de prendre leur envol, si on prend sur des jeunes médias, un média comme BriefMe, qui est un petit média de newsletter aujourd'hui, qui a su conquérir 12 000 abonnés en 5 ou 6 ans, ce qui est en réalité bien plus que beaucoup de médias généralistes qui ont des marques très très fortes et qui sont finalement pas très bons sur le numérique et les abonnements. Ils ne font pas de putaclic, ils font une information très sobre, très sérieuse, etc. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est justement parce que les gens savent qu'ils vont entre guillemets en avoir pour leur argent. C'est sérieux, c'est bien fait, le produit est très très bon. Ils ont confiance. Et qu'il y a un vrai lien de confiance avec le producteur d'information. Et on est en train de vivre, je pense, ce qui a vécu le domaine de l'alimentation ces dernières années, où on passe d'un modèle très productiviste
où on produit énormément, on met plein de choses dans les rayons et on fait des tonnes d'investissements sur du marketing, sur du packaging et sur de la pub et regarde comme je lave plus blanc et comme c'est mieux et comme c'est machin, etc. Un truc où aujourd'hui les gens essayent de consommer plus raisonnable, de consommer mieux, plus de qualité. Bio, quoi. Et donc, mais je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'on est un peu là-dedans. On est dans un moment où finalement, de la même façon qu'on a envie d'acheter un fromage de petit producteur, une lessive qui pollue moins, un machin et truc, sur l'information, on est en train de rentrer dans cette phase-là aussi. Et cela dit, ça rejoint le circuit court, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la représentativité. C'est-à-dire le circuit court, si on parle de ton voisin, donc la force de la PQR, tu as une appétence différente à l'information. Peut-être juste avant de terminer sur la partie émetteur, je demande à Maître Capello, on est toujours bon, très bien. On a évoqué rapidement, et c'était juste pour ouvrir sur cette partie qui produit l'information, le fait que des entreprises aujourd'hui, dont le boulot est de faire des espaces où on vient travailler, dont le boulot n'est pas de produire de l'information, se mettent à créer de l'information comme des médias. Et voilà, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez en termes d'information ? Alors, je pense que le terme d'information, il n'est pas à prendre au sens journalistique du terme, mais au sens de capacité à s'intéresser à quelque chose et à le comprendre, etc. Et effectivement, on se retrouve aussi dans un moment où aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, de marques qui ont besoin de se raconter, qui ont besoin de raconter le domaine dans lequel elles évoluent et qui produisent de l'information. Donc font des magazines, font des blogs. Quand la ruche qui dit oui, qui est une start-up qui permet de faire du mieux manger, de recréer du lien entre les petits producteurs et les consommateurs, etc. Ils produisent de l'information. Ils en viennent à faire un magazine papier qui finit en kiosque, au milieu d'autres magazines papier, et où ils racontent le monde de l'alimentation d'aujourd'hui. Ils le font dans un but qui est un but de communication, qui est un but commercial pour eux. Ils doivent espérer que ça va leur ramener des consommateurs, etc. Sauf qu'au final, je pense que la qualité de ce qu'ils produisent comme information et la quantité d'informations qu'ils produisent sur cette notion de mieux manger, la qualité est souvent plus au rendez-vous et parfois meilleure. Ce qu'on lit, le magazine va être plus intéressant que ce qu'on va pouvoir lire dans un grand nombre de médias qui vont traiter ces sujets. Donc, ce n'est pas du tout produit de la même façon, ce n'est pas fait par des journalistes. En revanche, je pense que ça vient aussi malgré tout concurrencer notre univers parce que ces sources-là, il y en a plein. Air Liquide parle d'hydrogène sur son blog et si vous vous intéressez au sujet d'énergie, vous aurez 1000 fois plus d'informations et de choses intéressantes à lire là que vous n'en aurez dans les médias traditionnels pour qui l'hydrogène aujourd'hui c'est encore un sujet qui n'existe pas ou très peu et dont vous entendrez très peu parler, etc. Donc cette difficulté-là aussi pour les journalistes, elle est qu'aujourd'hui on a tellement de sources, tellement de variétés de choses où on peut aller puiser de l'information que émerger en tant que média pour dire mais attendez, nous on a quelque chose qui est très sûr, très fiable, qui va vous intéresser, pour lequel ça vaut le coup de payer. C'est pas facile d'émerger dans un univers concurrentiel qui finalement c'est aussi beaucoup élargi. Je dirais pas mieux. Pas mieux. Oui, quand on parlait de séduction tout à l'heure, par exemple en ce qui nous concerne, nous les hebdo-généralistes, on avait la prétention, quand je suis arrivée il y a 10-12 ans, mais parce qu'on fonctionnait sur une base d'abonnés qui dépassait les 400 000, donc on ronflait, il y avait une armada de pigistes, la rédaction était le double de celle de maintenant. Donc il y avait un espèce de confort journalistique basé sur ces abonnés print, donc qui étaient abonnés au journal toutes les semaines. Et donc cette espèce de sentiment de confort, un peu de sécurité, faisait que peut-être, à un moment donné, on n'osait plus bouger. C'est-à-dire qu'on était peut-être un peu frileux sur nos unes, sur nos... Donc le confort vous a amené à l'immobilisme. C'est ça, c'est-à-dire qu'il fallait pas trop perdre les abonnés et puis la prétention aussi de s'adresser à tout le monde fait qu'à un moment c'est compliqué, on n'est pas le JT de 20 heures, donc ça a pu marcher jusque dans les années 2000 et puis à ce moment-là il y a eu Internet. D'un coup on s'est aperçu que l'information elle était accessible à tout le monde et puis tout le monde pouvait aussi fournir l'information. On a vu des blogueurs commencer à faire ce que tu disais tout à l'heure. Et puis des citoyens qui prenaient des photos, des vidéastes qui postaient leurs vidéos. Et puis là, on était concurrencés. Eux, ils étaient sur le terrain. Nous, pas trop. Donc à un moment donné, voilà. Et puis dans toutes les rédactions à ce moment-là, il y a eu quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire que il y avait
une division très nette entre... alors, c'est une image, hein, mais parfois c'était vraiment ça. Alors, au sous-sol, une armada de jeunes journalistes qui pédalaient sur leur machine à coudre, en fait, voilà, qui faisaient l'actu, qui faisaient le desk, qui bâtonnaient les dépêches. Et puis, dans les étages, les nobles journalistes plus vieux, plus payés, ceux qui passaient à la télé, qui partaient en reportage, etc. Et donc, il y a eu 2 générations de journalistes qui se sont croisés, mais pas rencontrés. Donc à l'époque, il y avait eu un article qui avait fait beaucoup de bruit qui s'appelait « Les forçats du journalisme » de Xavier Ternisien, c'était dans Le Monde en 2009, donc qui décrivait en fait cette lutte de classe, parce qu'on parlait vraiment de lutte de classe, des journalistes sous-payés, la vingtaine, etc. Et puis, et là, ces 2 mondes, ces 2 façons de faire du journalisme se sont battus et se sont opposés sur les réseaux sociaux. Et ce sont les jeunes journalistes qui ont pris d'assaut Twitter. Et les journalistes, voilà, ouais. Il y a eu une espèce de revanche. Et ça, en fait, je pense que ça a été très très bien, parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait plus rester, enfin les journalistes à l'ancienne se sont aperçus qu'ils pouvaient plus rester vraiment dans leur confort et qu'il fallait partir à la conquête des lecteurs et arrêter de vouloir s'adresser à tout le monde. Et ça veut dire quoi ? Tout simplement, ça veut dire prendre des risques, et des risques journalistiques, c'est-à-dire ne pas hésiter à s'adresser à sa communauté ou à une communauté qu'on peut créer, parce que, comme tu disais, la concurrence, elle est partout. Donc, si on a envie d'être un journal de gauche, bobo et écolo, enfin, je ne parle pas forcément, mais allons-y. Non, mais allons-y. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de vouloir pas brusquer, à force de pas vouloir perdre des abonnés, en fait, de toute façon, on les a perdus. On a perdu la moitié. Donc, je pense que maintenant, il est venu le temps où il faut oser. Je rebondis juste en une phrase, mais tout à l'heure, je disais qu'on est sorti de l'âge d'or des médias papier. C'est à ce moment-là, en fait, où une génération s'est retrouvée à la tête de ces médias avec cette espèce de fantasme qui était de dire on est des médias de journalistes, et donc c'était des journalistes qui étaient les patrons de ces médias, mais qui étaient des journalistes, et donc qui n'ont pas su être des patrons, et qui n'ont pas su être des entrepreneurs, et qui n'ont pas su à ce moment-là aussi faire bouger ces médias. C'était parfois des très bons gestionnaires, et donc on gère une rente, on est 400 000 abonnés à l'Obs, et on est très bien, et c'était pareil à Marianne, au Monde, etc. Puis on a basculé dans autre chose, on a basculé dans un monde où il fallait retrouver un état d'esprit un peu plus entrepreneurial, de se remettre en cause et de se dire en fait les gens veulent toujours de l'information, et même plus que jamais. En revanche, il faut leur apporter différemment, sur des supports différents, avec un ton différent, des façons de faire différentes, etc. Et ça, on n'en est pas encore complètement sorti. Et cesser d'être moutonnier. Alors, j'essaie de récupérer la parole, je l'avais dit, que ça allait être un peu la guerre. Il nous reste 5 minutes. Non, mais je le dis juste comme ça. Du coup, là, il faudrait, je pense que ça serait pas mal qu'on parle des lecteurs-lectrices. Il y a plusieurs sujets, je vais les poser là et je vous laisse rebondir, ok ? Et ça sera Rémi qui commencera parce qu'on vous a moins entendu pour l'instant. Donc, on est aujourd'hui, on critique les réseaux sociaux en disant qu'ils favorisent le communautarisme parce qu'on peut choisir, sélectionner exactement, précisément ce qu'on veut entendre, d'accord ? À la limite, on peut aussi se dire, quand on rentre dans un kiosque à journaux, c'est la même, on prend que... Bon. Donc ça, c'est est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que la diversité va encourager un communautarisme ? Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est l'interaction de l'audience. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, l'interaction de vos lecteurs avec ce que vous écrivez. On a parlé des trolls, on a parlé de... Est-ce que cette interaction a un impact sur la façon dont vous écrivez, dont vous réagissez, a un impact sur les sujets que vous choisissez? Donc, 2 aspects. Est-ce qu'il y en a un des 2 qui vous motive, Rémi ? Les 2. Allez. Parce que je pense que déjà c'est essentiel. Je veux dire, le rapport avec le. Il faut pas oublier que quand on est journaliste, on travaille pour ceux qui nous regardent, qui nous lisent. Donc leurs retours sont extrêmement précieux. Alors si on parle justement de la première problématique liée aux réseaux sociaux, je pense que clairement, c'est sûr qu'on a tendance. Un citoyen va avoir tendance à suivre plutôt des comptes avec lesquels il est d'accord, et que les algorithmes ensuite des réseaux sociaux vont lui proposer des choses en accord avec sa pensée, son idéologie. Ce qui fait que du coup, l'objectif numéro 1 des réseaux sociaux, qui est pourtant d'essayer de vous intéresser à plein de choses différentes, va parfois, dans certaines situations, et même dans de nombreuses situations, vous refermer un peu sur votre bulle de déjà convaincu. Où on va vous proposer toujours les contenus qui sont en phase avec ce que... Voilà, et ce qui est peut-être critique avec votre pensée, ou contraire, ce sera moins proposé. Donc ça, c'est une problématique de base, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les bulles,
Voilà, sur Twitter, il y a des bulles de courants idéologiques qui sont les unes à côté des autres et les gens se retweetent des trucs entre eux et ils pensent que le monde c'est ça et qu'il n'y a rien à côté. Et dès que vous allez leur proposer un contenu qui est contraire à leur idéologie, non, c'est un vendu, il raconte n'importe quoi, etc. Donc il y a déjà cette problématique-là en tant que journaliste, c'est qu'aujourd'hui, on va proposer des contenus, je pense les plus variés possibles, mais vous avez des gens qui sont butés sur quelque chose, sur une pensée. Vous restez juste sur les faits, mais pour eux, ça n'existe pas. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est bien le cœur de la confiance, là. Mais là, on arrive à un moment donné, on ne peut pas servir la soupe aux gens juste pour leur faire plaisir et changer les faits juste pour dire, ah bah voilà, c'est ça, c'est comme ça, et puis prenez et restez avec ça. Non, il y a plein de choses différentes, et je pense qu'il faut intéresser les gens à plein de sujets d'actualité différents. Après, sur le deuxième point, c'était le rapport avec le... C'est l'interaction. Est-ce que l'interaction avec l'audience peut vous amener à modifier les sujets que vous allez prendre, la façon dont vous allez les traiter? Alors, on va dire que la chance qu'on peut avoir sur un média en ligne comme Brut, c'est qu'on a en fait cette interactivité qui est directe. C'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, donc on a les commentaires en temps réel. Moi-même, quand je suis en live, je suis en lien direct avec l'audience, ce qui est assez fort en soi. C'est-à-dire que moi, en plein live, je peux avoir des gens qui me posent des questions sur qu'est-ce qui se passe à tel endroit, c'est quoi l'ambiance, qui est présent, etc. Moi, je trouve ça génial et ça m'influence énormément. Ça m'influence sur l'instant, c'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui vont dire posez telle question à telle personne. Pourquoi pas? Ouais. Des personnes qui vont vous demander essayez de trouver un point haut pour qu'on arrive un peu à se rendre compte de la mobilisation. Okay. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en soi, quand il y a des gens qui me demandent combien il y a de personnes, moi, je vais leur dire, je ne vais jamais rentrer dans la guéguerre préfecture de police organisateur où vous avez des ratios qui sont de 1 à 10, même parfois plus. Plutôt de dire, écoutez, moi je suis tout seul sur le terrain, on vous donnera des chiffres des uns et des autres à la fin et on pourra peut-être un peu les analyser ensuite, mais de ce que je vois sur le terrain, c'est impossible pour moi de dire qu'il y ait 2000, 5000, 10 000 ou 50 000 personnes. Ce serait une sorte même de malhonnêteté intellectuelle et journalistique sur lesquelles je ne veux pas rentrer dedans. Donc il y a ça, mais sur l'influence ensuite sur le long terme, il y a plusieurs choses. Des fois, il y a des retours de gens qui vont nous dire vous n'avez pas assez bien traité ce sujet. Ouais. Ça nous remet en question. Parce que moi, je considère que quand quelqu'un regarde une vidéo, je prends une vidéo de Brut, c'est qu'entre le moment où il arrive sur la vidéo et le moment où il en repart, il faut qu'il ait appris des choses. S'il y a quelque chose qui est incomplet, c'est peut-être qu'on a mal fait notre travail à un moment et qu'on n'a pas été assez loin. Donc on peut peut-être faire une seconde vidéo où on explique mieux les choses. C'est-à-dire que par exemple, sur la crise du Covid, on a fait énormément de vidéos pour essayer d'expliquer au début. Alors maintenant, je pense qu'on connaît tous par cœur, il faut ouvrir les fenêtres, ceci, cela, mais au départ, on n'y connaissait rien. Enfin, il y a encore plein de choses qu'on sait. Où il y a des contestations même dans le monde médical, mais au départ, il y avait plein de questions de gens et on a essayé de les prendre le plus possible, même de faire des lives interactifs. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'arrivais presque avec une feuille vide devant un médecin et je prenais juste les questions des gens. Parce que l'idée, c'était vraiment de rapprocher le professionnel de santé avec les questions des gens, auxquelles moi je n'aurais pas forcément pensé. Il y avait même parfois des questions qu'on pourrait juger en disant « oui, celle-ci elle est complotiste, etc. » Mais en soi, pourquoi ne pas les prendre? Parce que ça permet de répondre à des questions que certaines catégories de population se posent, et ça permet parfois de crever l'abcès, ce qui est intéressant. Et donc c'est vrai qu'on a toujours eu ce rapport-là qui est très important, je pense, avec l'audience. Qui est essentiel. En fait, qui est moteur, clairement. Il y a les conférences de rédaction tous les jours, je veux dire, on essaye de s'en extraire et on va aussi s'extraire d'une certaine pression. C'est-à-dire que parfois, vous avez des gens qui vous disent traitez ce sujet là tout de suite. On l'a vu, par exemple, je prends l'exemple très récent de ce qui se passe justement en Israël, en Palestine, où on a sur les réseaux sociaux des gens même qui, sur nos vidéos, mettaient des centaines de commentaires. Parlez-en tout de suite, tout de suite, tout de suite. On a sorti une vidéo au bout de 3 jours, tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est que ce n'est pas le sujet le plus facile du monde, vous en conviendrez. Donc il y avait beaucoup de contextualisation à faire et qu'on ne voulait pas pondre un sujet avec 2 vidéos qui viennent jouer juste sur l'émotion, mais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus de fond qui résume pourquoi, alors il y a ce conflit qui existe depuis des décennies, mais surtout pourquoi il y a eu cette montée de tension soudaine. Et ça prend du temps, je veux dire, déjà il fallait réussir à analyser toutes les vidéos sur place, de savoir comment ça se passait. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que malheureusement, aussi, et ça pourrait être un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup de rédactions qui ont appauvri leurs services internationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de correspondants dans certaines villes et dans certains pays, et donc du coup, on est beaucoup plus tributaire des vidéos qui viennent des réseaux sociaux et qui partent dans tous les sens. Vous avez des gens qui ont... Moi, j'ai vu des vidéos qui ont fait 10-15 000 retweets, qui étaient de 2014. Oui, voilà, mais du coup, c'est toute la problématique, c'est d'essayer de... sur des sujets qui sont très émotionnels, où l'audience peut vous dire « allez-y », nous, on essaye quand même de temporiser. Donc,
elle est moteur, évidemment, on l'écoute sur beaucoup de choses, mais il faut aussi parfois prendre le recul qui est celui du journaliste, de dire, oui, vous voulez quelque chose tout de suite, mais on va travailler parce qu'il y a besoin quand même qu'on quitte ce moment de l'instantané où on ferait quelque chose qui serait pas bon. Si on avait publié quelque chose lundi dernier, ça aurait été très parcellaire, alors que là, on l'a dû publier, je crois, jeudi dernier, mercredi ou jeudi. Ça a permis de faire un sujet qui, je pense, était beaucoup plus de fond et beaucoup plus intéressant pour ceux qui nous regardent. C'est ce que tu disais, l'urgence est le pire ennemi des journalistes. Oui, et on a pas mal parlé de modèle économique et de choses comme ça. La réalité, c'est que le journalisme, ça a un coût. À un moment donné, mettre des gens sur le terrain, mettre des gens pour vérifier, contre-enquêter, partir à l'étranger, etc. C'est un coût bête et méchant. Et donc, effectivement, la vague qu'on a prise ces 20 dernières années avec le numérique et la façon dont toute l'industrie des médias a été complètement bouleversée et recommence à tomber sur ses pattes un petit peu en ce moment, c'est la capacité à payer des gens pour faire ce métier-là. Et c'est très compliqué de traiter une information, le conflit israélo-palestinien, au-delà du côté historique du truc. Si là, tu n'as pas des 10 personnes d'un côté et 10 personnes de l'autre en ce moment pour être en capacité d'aller voir ce qui se passe, de comprendre, de ramener de l'information, etc., c'est très très difficile à traiter de loin depuis un bureau à Paris. Et ça a un coût énorme aujourd'hui que peu de rédactions ont la capacité aujourd'hui de payer. Et c'est un des enjeux aussi aujourd'hui dans la recherche de modèles économiques des médias et dans cette nécessité de retrouver de la confiance des citoyens, de l'envie de consommer du média, etc. C'est aussi d'avoir les moyens de faire ce travail d'enquête, de recherche, de déplacement, etc. pour fournir cette information de qualité, quoi. On est hyper au-delà du temps imparti, mais c'est pas grave. Parce que moi j'ai trouvé ça parfait, mais on va quand même conclure. Et je vais vous demander à chacun, si vous le voulez bien, on a 3 minutes pour conclure. Est-ce qu'on peut prendre une question ou pas avant la conclusion? On a des questions. Ouais. Oh my God. Ah, génial. Bien sûr. Je les prends. Je t'en prie. Du coup, la première, c'est pour Marie, concernant son travail documentaire. Qu'est-ce que ça t'a offert comme... La question est pour Marie. Concernant son travail documentaire, quel confort ça t'a donné, ce travail à long terme? Et ce travail a-t-il beaucoup inspiré confiance et pourquoi? Le livre? Ton livre, oui. C'est un travail journalistique. Wow. Ah oui, après, je suis pas loin d'être la seule journaliste à creuser le sillon d'un sujet, en faire un livre. Mais non, là où c'est satisfaisant, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, et ça reprend justement la confiance, c'est que je crois que ce qui fait le sérieux d'une information, c'est aussi le temps passé dessus et d'arriver à se soustraire de l'urgence et des demandes des employeurs. Alors c'est très bien au début, tiens, tu vas couvrir une manif, le lendemain, tiens, tu vas faire un reportage dans les hôpitaux, et puis troisième jour, ouais, il faudrait que tu fasses une interview sur le Covid. Ça, c'est super bien. On est multicarte, on court de partout. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut creuser son sillon et arriver à aller vers des sujets qui font pas forcément la une, qui sont pas forcément sexy. Donc, moi, mon livre, il est sur la protection de l'enfance. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis ça. Et c'est comme l'environnement et le féminisme il y a 10 ans. C'est pas du tout glamour et c'est pas du tout vendeur. Ça fait pas la une des journaux. Et puis, au bout d'un moment, ça l'a fait. Donc, ça, c'est bien. Et c'est vrai que, voilà, à un moment, il faut se dire, voilà, là, stop, je m'arrête. Je peux faire autre chose. Mais là, en fait, je vais creuser jusqu'au bout. Et je pense que cette satisfaction-là, c'est d'arriver à être assez... On n'est jamais assez compétent sur un sujet, mais d'être assez spécialiste et assez spécialisé pour se dire, en fait, là, ça va au-delà. Là, je veux fournir une information plus détaillée. Donc, oui, c'est toujours satisfaisant. Et la dernière question, nous avons parlé de diversité dans les profils des journalistes. Cependant, un argument récurrent de la critique des médias porte sur l'absence de certains points de vue parmi les invités interviewés. Qu'en pensent vos invités? Peut-on donner la parole à tous? Sinon, pourquoi? Il me semble que tu as déjà commencé à répondre à cette question, Rémi. Donner la parole à tous, oui. Après, je pense qu'il y a toujours les limites quand même de propos qui seraient sous le coup de la loi. Et derrière, rien n'empêche le journaliste de le contextualiser quand il y a des fausses informations qui sont données. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la multiplication des interlocuteurs liés au fait qu'il y a beaucoup plus de médias qu'auparavant. Je veux dire, il y a les chaînes d'information continues, notamment où les invités se succèdent les uns aux autres. Donc du coup, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent la parole qu'auparavant. Et dedans, il y a des gens qui restent très factuels, d'autres qui donnent leurs opinions, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais il y a toujours, je pense, une limite, c'est celle des faits. Enfin, moi, je vois cet échange qui avait eu lieu, par exemple, sur BFM il y a quelques temps,
où il y avait un député LREM qui avait donné des chiffres par rapport à la vaccination en Angleterre, en disant que la France était au même niveau sur les secondes injections par rapport à l'Angleterre, ce qui était faux. Il y a le journaliste en plateau qui était là pour remettre les faits en place. C'est-à-dire que donnons la parole, oui, mais s'il y a du fact-checking à faire en direct, faisons-le. Mais c'est toute une difficulté qu'on a en tant que journaliste. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez les interviews politiques le matin dans les matinales, c'est très court, vous avez 30 questions à poser en 15 minutes, le politique qui vous balance plein d'infos et vous n'avez jamais le temps de revenir malheureusement sur ce qui a été dit. Là, c'est un exemple dans le positif, mais malheureusement, il y a aussi une réalité, c'est que je veux dire, le politique, il vient avec plein de chiffres et sur l'instant, je veux dire, il vous emmène sur plein de trucs. Il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne maîtrise pas tous les sujets, qu'on n'a pas tout en tête et on n'a pas d'idées qui nous permettent de pouvoir répondre en direct sur tel ou tel chiffre. Et ça, c'est une problématique qu'on peut avoir parfois si on élargit un peu la réflexion de la question qui, je pense, est intéressante. Sur le sujet, juste 2 choses. C'est le rôle de modérateur du journaliste à un moment donné dans un sujet, là si on parle d'une enquête, si on parle d'un sujet sur un fait précis, d'aller chercher le contradictoire, c'est-à-dire de mettre en capacité de donner les points de vue, de les contextualiser et de donner à tout le monde de s'exprimer. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième, dans ce rôle de modérateur, moi je trouve que le meilleur conseil qu'on m'ait donné en tant que journaliste, c'est le penser contre soi-même. Notre principal défaut, quand même malgré tout, on parlait de l'entre-soi, de la confiance, etc., c'est qu'à un moment, on est entouré de gens qui pensent un peu comme nous, on est ce qu'on est dans notre milieu familial, nos amis, les gens avec qui on travaille, etc. Et que le plus difficile, c'est de penser contre soi-même et de ne pas forcément aller chercher la parole qu'on a envie d'entendre, le point de vue qu'on a envie d'entendre, l'opinion qu'on a envie d'entendre et qui nous fait plaisir, et d'essayer de se dire, en fait, peut-être que ce que je pense n'est pas forcément juste, peut-être qu'il faut que j'aille un peu creuser autre chose, et que notre principal métier, c'est ça, c'est cette curiosité de se dire, en fait, il y a d'autres choses qui existent. On parlait du rapport Paris-Province, etc. Je pense qu'un des gros défauts des médias pendant des années, et donc du regard qu'ont les gens aujourd'hui sur les médias, et de la confiance qu'ils accordent à ces médias, c'est de ne pas s'y reconnaître, tout simplement. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça. C'est les élites aussi en général, les politiques, les trucs, mais c'est, je ne me reconnais pas dans ce dont vous me parlez, dans les points de vue que vous allez chercher et tout, ça ne me parle pas, ça ne me concerne pas. Moi, dans ma vie de tous les jours, vous me paraissez complètement hors sol. Et donc, se penser contre soi-même, c'est ça, c'est de se dire, en fait, il faut réussir à aller plus loin et aller chercher des choses qui sont plus complexes, qui sont différentes, avec des gens qui pensent différemment et qui ne pensent pas mal. On l'a beaucoup entendu, ça, dans les médias. Il y a des types qui ont fait des très grandes unes là-dessus, sur les malpensants, les machins, les etc. Il faut aller chercher des gens qui pensent différemment. Ensuite, il faut le contextualiser, il faut aller chercher des faits, etc. Mais il faut qu'on se force parfois aussi un petit peu à aller chercher autre chose. Je crois que Rémi... c'est une base hyper importante, je pense, clairement. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on ne tend pas le micro à des gens avec qui on est forcément d'accord. Enfin, c'est-à-dire que moi, parce que pour certains, ils pensent qu'on va ne tendre le micro, donner la parole qu'à des gens avec qui on est en accord. Non, au contraire, moi ça m'arrive très souvent de donner, et je pense que c'est l'essence même de mon travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire c'est l'éditorialisation, je vais juste aller donner le micro à tel parce que je pense comme lui. Je pense que les gens, ils ont pas besoin d'avoir forcément l'avis personnel du journalisme. Alors après, j'entends la presse d'opinion, etc., où chacun s'y retrouve. Il y en a qui veulent quelque chose de factuel, il y en a qui veulent une éditorialisation. C'est pour ça qu'on a une presse d'opinion qui marche très bien, et moi je critique pas ça, mais je pense qu'il y a aussi d'un côté l'idée de se dire que voilà, le journaliste n'est pas là pour tendre le micro avec des gens avec qui on est forcément en accord, et c'est important de le rappeler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens des fois qui disent mais vous donnez la parole à cette personne-là. Mais non, je veux dire, une société, nous en tant que journalistes, quelque chose qui est hyper important. Il y a les sujets que vous pouvez voir sur notre travail final, mais il y a... En fait, journaliste, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on se réveille journaliste, on mange journaliste et on va dormir journaliste. Tout au long de la journée, en dehors de nos tournages, de nos reportages, c'est être sur le terrain, être connecté avec les différentes composantes de la société, du monde associatif, autres, enfin tout ce qui fait vraiment notre monde au quotidien, pour essayer de retranscrire du mieux possible tout ce qui fait un peu notre monde aujourd'hui, avec le pluralisme des opinions, des idées, des initiatives, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc en fait, la diversité est un peu à la base. Elle est hyper importante, parce qu'il faut que ce qu'on publie, ce qu'on montre, soit le reflet le plus proche possible de la réalité. Enfin, je veux dire, on ne peut pas juste montrer un angle et puis oublier le reste. C'est une réalité. Sinon, je pense qu'on fait le travail à moitié ou on ne le fait pas bien, justement. Donc diversité, circuit court, information bio. Marie, le mot de la fin.
Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et puis surtout, quand même, un dernier truc sur le nombre de clics et nombre d'abonnés. Ça fait 5-6 ans que d'un coup, dans les rédactions, ah ouais, ton article. Avant, on disait ton article était bien. Donc ça, c'était le retour des chefs quand ils daignaient dire quelque chose. Maintenant, ils disent ton article, il a bien marché. Donc on voit quand même un glissement. Et moi, c'est un tout petit truc qui m'inquiète. Oui, la relation avec le lectorat, oui, les interactions. Évidemment, ça nous permet d'être proches et de ne jamais être hors sol, de ne jamais perdre de vue les gens à qui on s'adresse. Sauf qu'attention à ne pas devenir non plus des prestataires du public. Il y a quand même des usines à fake news en Macédoine du Nord, où ce sont des gens qui rachètent des fake news et toute la journée ils publient des fake news et ils sont payés au nombre de clics. Donc voilà, enfin, il y a quand même Il y a un écart. Et on commence à entendre des rédactions dire que on pourrait peut-être songer à verser des primes ou à payer les journalistes dont les articles marchent très très fort et qui fournissent plein d'abonnés, etc. Donc ça fait un tout petit peu peur aussi parce que si moi j'avais attendu par exemple que l'enfance soit un sujet vendeur ou la protection en fait, voilà. Donc, dans ces cas-là, on fait pas fait votre livre. Non, puisque l'idée aussi, c'est d'aller chercher des sujets qu'on connaît pas et de les donner aussi à voir et à entendre. Sinon, à quoi ça sert d'être journaliste? Voilà. Son mot de conclusion? Allez. Bon, peut-être une petite réflexion. Mais on va la faire courte, parce que vous avez tendance quand même à faire des vrai. conclusions longues. C'est sûr, on a envie de... C'est un sujet... Mais c'est un sujet qui est passionnant en soi. Je suis d'accord, mais... On pourrait même faire 4 ou 5 heures dessus, je pense, sans aucun problème. Alors, je ne sais pas si les gens resteraient avec nous, mais on pourrait. Alors, moi, je pense qu'il y a un point qui est essentiel aujourd'hui sur le lien. Quand on parle de confiance, il y a aussi d'expliquer comment on travaille au quotidien. Moi, ce que je remarque, c'est une critique qu'on peut faire sur l'ensemble de la profession, c'est que nos rédactions sont beaucoup trop fermées. Quand je dis beaucoup trop fermées, c'est sur le monde extérieur, sur le dialogue. C'est-à-dire que nous, notre quotidien, ce qui est logique, une conférence de rédaction, la hiérarchie entre le journaliste de terrain, son rédacteur en chef, le fait de choisir un angle et pas un autre, on fait ça, mais on ne l'explique pas forcément aux gens. Quand je dis l'expliquer, c'est pas forcément qu'on devrait faire une vidéo à côté pour dire on a fait cette vidéo-là avec cet angle-là et pourquoi on le fait. Mais le fait de pouvoir, par exemple, expliquer le quotidien d'un journaliste, son travail, son rapport avec la hiérarchie, même parfois le rapport aussi avec la transparence du financement des médias et pourquoi aujourd'hui ce financement fait que les médias existent et peuvent travailler et que si on les enlevait, ce serait compliqué derrière. Toutes ces questions et ces notions aussi de dialogue, c'est-à-dire que le fait, par exemple, de faire cette conférence-là, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui, je pense, en nous écoutant les uns les autres, permettent de comprendre un peu comment on travaille au quotidien. Moi, je trouve ça fantastique, par exemple, quand des journalistes vont dans des lycées pour l'éducation aux médias, quand des journalistes vont participer à des conférences citoyennes pour expliquer comment ça se passe. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, le Festival international du journalisme, c'était à Tours, où il y avait, par exemple, la rédactrice en chef de BFM TV qui discutait avec des gilets jaunes. Bon, à la fin, ils n'étaient peut-être pas d'accord. Le débat était assez chaud, mais je trouvais que c'était une démarche qui était géniale, parce que cette démarche, elle est d'expliquer pourquoi on a travaillé comme ça, pourquoi ça se passe de cette façon-là, et le fait d'ouvrir le plus possible les rédactions, de montrer comment on travaille, d'être proche des gens qui nous suivent, c'est-à-dire de répondre à leurs messages, de montrer comment on travaille. Moi, ça m'arrive très souvent, durant les lives, d'expliquer pourquoi je suis positionné à tel endroit et pas un autre. Des fois, je prends l'exemple de la manif de samedi qui s'est déroulée à Barbès, il y a des gens qui disent « mais pourquoi vous êtes là 10 minutes à filmer, je cite, à filmer derrière les flics, pourquoi vous n'allez pas au milieu ?» Bon, il y a deux raisons. Alors, il y a deux raisons. Il y a la raison de la sécurité personnelle, c'est que si on se met au milieu, on peut à la fois prendre un tir de LBD ou une pierre. C'est pas forcément, si on peut éviter, c'est bien. Et puis le deuxième, c'est que parfois, quand vous avancez, vous vous retrouvez bloqué derrière un cordon de gendarmerie ou de policiers et vous ne pouvez pas passer, même avec votre carte de presse. Quand vous l'expliquez à ce moment-là, les gens qui font ce commentaire-là avec une certaine forme de défiance, l'explication, la pédagogie fait qu'à la fin, les gens disent « Ah merci, je comprends mieux ». Et du coup, expliquer toutes ces problématiques qu'on peut avoir en tant que journaliste sur le terrain, le dialogue, je pense qu'on ne va pas nous mettre d'accord, on ne va pas arriver à 100% de confiance, mais ça peut aider, contribuer en tout cas à un rapprochement qui est essentiel, parce qu'encore une fois, le journaliste travaille pour ceux qui nous lisent et qui nous regardent, et ce lien doit être vraiment important. La formation aux médias, je suis d'accord. 2 points très rapides. Sur la confiance, on oppose beaucoup le côté actionnariat versus public dans l'indépendance des médias, le fait que les mauvais médias sont à des actionnaires et les bons médias sont avec des abonnés, et donc l'Obs et Mediapart d'un côté et de l'autre. Il faut faire très attention à ce truisme-là, je pense. L'indépendance, c'est d'avoir des sources de financement diversifiées.
C'est-à-dire que l'indépendance, c'est pouvoir perdre une de ses sources de financement. On peut être aussi dépendant de son public, qu'on est dépendant d'un actionnaire ou qu'on est dépendant d'une fondation. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point sur la transparence, on voit de plus en plus de médias qui font cet effort de transparence. Je pense à BriefMe, je pense à Contexte, à des gens comme ça, et qui aujourd'hui publient, notamment sur leurs médias, des déclarations d'intérêt de leurs journalistes, de leurs actionnaires, de qui nous sommes, quels sont les conflits d'intérêts potentiels. Moi, ma femme est actionnaire de telle boîte, ou moi, je suis journaliste, mais je suis un petit actionnaire de telle, etc. Et donc, publient ces choses-là, font cet effort-là. Et je pense que c'est hyper important. Je ne suis pas sûr que tout le monde aille voir, je ne suis pas sûr que tout le monde lise ça, etc. Mais je pense en revanche que dans ce rapport de confiance, dire à un moment, effectivement, comment on travaille, c'est une première chose, mais dire aussi qui on est et d'où on parle, bah, je pense que c'est important parce que le d'où on parle, il permet de contextualiser et d'amener quelque chose à l'information. Et donc, je pense que ces déclarations, elles sont importantes et que de plus en plus de médias devraient se frotter à cet exercice-là. Pour Merci. Yes. Merci beaucoup à Morning. Et c'est donc la première, je pense qu'on peut dire la première table ronde. On en fait semaine prochaine, on se retrouve, on en refait une. Avec plaisir, on lance une hebdo. Merci beaucoup à vous.